L'Alliance des États du Sahel sera-t-elle au service des peuples du Sahel? Notre équipe de reportage dirigée par Youssouf Diakité a tenté de répondre à cette interrogation en rencontrant certains analystes politiques et experts. Nous irons à Kidal, Tombouctou, Bougouni, San et Mopti pour l'élection des conseils régionaux de la jeunesse. Transparence et quiétude étaient au rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition, lundi 15 juin 2024. L'Alliance des États du Sahel sera-t-elle au service des peuples du Sahel? Notre équipe de reportage a tenté de répondre à cette interrogation en rencontrant certains analystes politiques et experts en relations internationales. Ces derniers expliquent que ces États ont effectivement pris un chemin de non-retour et qu'ils sont prêts à travailler exclusivement au service de la population du Sahel, suivant le reportage de Youssouf Diakité. L'AES que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AES des peuples. Une AES dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront chez eux au Mali et inversement. Je suis Burkinabé. Je suis au Mali, à Bamako précisément, il y a plus de 20 ans. Cette détermination des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est irrévocable et rassure plus d'un. C'est le 16 septembre 2023 que les chefs d'État du Niger, du Burkina Faso et du Mali ont annoncé la signature de la charte du Liptako Gourma, lançant ainsi les bases de la création de la nouvelle alliance, l'Alliance des États du Sahel, un tournant décisif pour l'Afrique de l'Ouest. Le peuple peut bien compter sur l'AES parce que c'est des difficultés qui ont amené effectivement ces trois États à se donner la main et des difficultés de lutte contre le terrorisme, et on sait bien que le peuple est le premier effectivement à être assujetti par rapport à cette histoire de lutte contre le terrorisme, et dès lors leur engagement, nous avons vu que les trois États, et les militaires, les forces de défense et de sécurité travaillent ensemble pour éradiquer cela, et le débat est en cours pour des questions effectivement de développement économique. L'AES étant l'Alliance des États du Sahel, elle est la bienvenue en Afrique car elle constitue une étape très importante dans la mesure où elle permettra non seulement en commun accord avec nos autorités de la transition de trouver des solutions efficaces aux grands défis qui s'imposent à nous pour lutter contre ce fléau également qui nous paralyse tous, mais aussi et sans nul doute de permettre d'avoir un impact positif et décent sur l'émergence d'une nouvelle architecture de sécurité régionale. Cette nouvelle alliance promet de redéfinir la lutte contre le terrorisme et de remodeler les équilibres régionaux. Cet acte que d'aucuns ont qualifié d'audacieux a ravivé les débats sur l'avenir de la nouvelle configuration régionale, et l'AES compte déployer une vision ambitieuse allant au-delà de la sécurité, visant l'indépendance économique et l'intégrité des États. L'AES des peuples là est une revendication profonde qui vient plutôt des masses populaires. Et on est tout aussi heureux aujourd'hui de constater que ce concept a trouvé l'adhésion, n'est-ce pas, des dirigeants d'une nouvelle trame, n'est-ce pas, d'une nouvelle race, si vous me permettez l'expression, qui sont aujourd'hui engagés à mettre en œuvre effectivement cette idée-là. Le premier président en exercice de la dite confédération, son Excellence le colonel Assimi Goïta, dans sa conception géopolitique, développe deux notions, à savoir la notion de peuple et la notion de la souveraineté. Alors ce qui était réellement absent, la notion de peuple, effectivement, va être prise en compte dans cette gestion des réalités communautaires. La création de l'AES représente un nouveau chapitre qui ouvre les nouvelles pages du Sahel avec à la une la restauration définitive de la paix, gage d'une stabilité économique pour le bonheur des peuples du Liptako Gourma. On a l'AES des peuples, évidemment, il s'agit donc pour ce trio sahélien-là, donc de se retrouver, parce que quelque part le Mali, le Niger, le Burkina
partagent quand même, n'est-ce pas, un certain socle culturel. On a des ethnies, des groupes ethniques au Mali qui sont aussi représentés au Burkina, des groupes ethniques au Burkina qui sont représentés au Niger, des groupes ethniques du Niger qu'on retrouve aussi au Mali. Donc ça veut dire que ces trois pays-là ont en partage cette réalité-là en termes, n'est-ce pas, de population. Et donc c'est des populations qui par le temps ont vécu ensemble, qui ont un vécu historique bien cohérent, duquel effectivement ces populations-là sont nostalgiques. Le premier président en exercice de la Confédération des chefs de l'État de l'AES, c'est qu'il va faire face à deux problèmes, à savoir travailler pour la représentation et le rayonnement de la Confédération devant les autres instances internationales, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau international. Et deuxième chose, travailler à ce que la Confédération soit adulée par le peuple, soit aimée, et ce qui semble être vraiment un acquis. Pour mémoire, l'article 6 de la Charte de l'Alliance établit que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'un des pays membres est considérée comme une agression contre les autres pays membres de l'AES, engageant ainsi une obligation d'assistance mutuelle, y compris le rétablissement de la sécurité. CNJ fin de la mise en place des bureaux des conseils régionaux de la jeunesse de Kidal et Tombouctou. Dalla Agali est désormais le nouveau président du CRJ Kidal et Amadou Naba, président du CRJ Tombouctou. Ils ont été élus pour un mandat de 3 ans. Les comptes rendus de Moriba Keita, Moussa Togo, Nadim Babasissé, Aliou Koulibaly. C'est Dada Ag Agali qui a été élu président du conseil régional de la jeunesse de la région de Kidal avec 28 voix contre 7 pour un mandat de 3 ans. Le tout nouveau président du conseil régional de la jeunesse de Kidal place son mandat sous le signe de la paix et de la cohésion sociale entre les jeunes de la région. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de toute la jeunesse de Kidal. Nous tendons la main à toute la jeunesse de Kidal pour être pour un Mali un et indivisible. Le représentant du gouverneur a félicité les membres du nouveau bureau avant de les inviter à œuvrer pour le développement de la région. L'élection du CNJ de Kidal s'est passée dans les meilleures des conditions. Il n'y a eu aucun incident. Et je ne cesse de le répéter, j'ai dit que c'est eux vraiment notre avenir. Et l'avenir, tout le développement de Kidal porte sur cette jeunesse-là. J'espère que dans les jours à venir, ils vont commencer à faire des activités allant dans ce sens. Je compte vraiment sur leur courage et leur dévouement pour la bonne marche de la région. Ce nouveau bureau du conseil régional de la jeunesse de Kidal est composé de Tamashek, de Songoy, de Bambara et de Dogon. Amadou Narba est le nouveau président du conseil national de la jeunesse de Tombouctou. Les votants sont les délégués des communes et anciens membres du CNJ. Une élection qui s'est déroulée dans la plus grande transparence et convivialité, sous la présidence d'une commission de mise en place prévoyante. Vous êtes attendus à la manœuvre. Faites en sorte que les 53 communes qui ont porté leur confiance en vous, qu'ils soient rassurés et qu'ils se disent « Enfin, nous n'avons pas eu tort de placer notre confiance en vous ». Le président du bureau sortant a remercié les autorités pour leur accompagnement durant son mandat et laisser quelques conseils aux membres du nouveau bureau. Monsieur le Président et toute son équipe, je reste à votre disposition et consultez-moi de nuit et de jour. Et je vous dis une chose, ayez dans toutes choses que vous allez faire et l'administration à vos côtés. Sinon, vous n'allez pas réussir. En écoutant son prédécesseur, Amadou Narba, qui dirige un bureau de 21 membres, mesure déjà le poids des défis qui attendent son bureau. Notre équipe mettra son expérience, son expertise au service de la jeunesse pour enfin conquérir ce que tous les Maliens cherchent, qui est la paix. Donc ce mandat-là sera pour la paix dans un développement qui sera durable. Les personnes ressources de la jeunesse et de la société civile ont salué à tour de rôle le climat dans lequel se sont déroulés les travaux.
Une tradition toute trouvée pour annoncer les jeunes des régions de Bougouni et San, à l'instar des autres régions du Mali, qui ont aussi procédé ce samedi 13 juillet à la mise en place des bureaux régionaux des jeunes. C'est un point important dans l'opérationnalisation des nouvelles régions qui vient d'être franchie. Les deux présidents dirigent ainsi des bureaux de 21 membres et ils sont aussi élus pour un mandat de 3 ans. Bougouni, Jafar Aïdara, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayogo de San, la correspondance de Drissa Koni. Ils sont au total 57 délégués venus des différentes communes de la région de Bougouni pour mettre en place le bureau régional de la jeunesse. Une étape importante pour la jeunesse de la nouvelle région de Bougouni d'avoir un bureau crédible et digne de nom qui représentera la région à la phase nationale. Je pense que nous allons demander en tout cas aux différents délégués venus des 57 communes de la région d'être fair play, parce qu'à l'issue d'une élection, toujours il y a un gagnant et un perdant. Et je pense que le processus juste là a été très transparent. Pour le poste du président, nous avons enregistré 2 candidatures validées. Donc, et la stratégie qui est adoptée, c'est l'élection poste par poste. Nous travaillons avec les statuts et les règlements intérieurs du CNJ. Et en même temps, les différentes orientations et instructions reçues de la Commission nationale. Rappelons qu'au moment où notre équipe de reportage passait, aucun incident n'a été enregistré. Prévu à 10 heures, les travaux ont finalement débuté avec un retard de 2 heures. Nécessité oblige puisqu'il s'agit du tout premier bureau du Conseil régional de la jeunesse et des San. Les textes sont expliqués article par article. Parfois, il a fallu faire recours au bureau national pour lever certaines ambiguïtés. Et enfin, les choses sérieuses peuvent commencer et seuls les délégués et les candidats au poste à pourvoir sont admis en salle. 2 candidats sont en liste pour le poste du président. Au terme d'un vote transparent, c'est Mohamed Koné qui l'emporte par 16 voix contre 14 pour Nuhu Tera. Moi, je pense que cette victoire-là, ce n'est pas à moi seul. Et c'est pour toute la région des San. Et vous savez que dans une compétition, il y a un gagnant et un perdant. Je le félicite. Et quand tu es éliminé d'office du bureau. Donc, mais quand même, on va le soutenir. Ainsi de suite, les 20 membres du bureau sont mis en place, tous dans la tranche d'âge de 18 à 35 ans. Il y a eu élection entre 2 candidats. Tous les autres postes ont été mis en place par consensus. Nous pouvons dire que globalement, le travail s'est bien passé. Et il n'y a pas eu d'incident que nous avons enregistré. C'est ce que nous pouvons dire. Dans la salle, tout s'est très bien passé. Le temps que nous avons pris, comme j'ai dit, c'était pour expliquer la procédure aux gens et cela était tout à fait normal. Il faut signaler que le bureau est élu pour un mandat de 3 ans. Suite aux contestations survenues après l'élection du président du Conseil régional de la jeunesse de Mopti, les membres de la commission régionale de mise en place des organes du CRJ ont donné quelques précisions sur le déroulement du scrutin. C'était au cours d'une rencontre avec la jeunesse et la presse. Le compte rendu de Boubacar Samaki. 37 voix pour Boba contre 36 pour Ousmane Maïga, c'est le résultat du vote pour la présidence du Conseil régional de la jeunesse de Mopti. Ce score très serré a suscité des contestations dans le camp adverse. Face à cette situation, le président de la commission régionale de mise en place des organes du CRJ apporte quelques précisions sur le déroulement du scrutin. Je profite de votre micro pour répondre à certaines personnes, certains jeunes mécontents qui sont en train de diffamer la commission. Ils oublient que c'est l'État qui est en train d'encadrer et l'État est toujours impartial entre les citoyens. Il ne s'est pas agi d'un consensus. Du premier au dernier poste, ça a été le vote en présence d'un huissier de justice commis par la Commission nationale d'organisation. Et pour le cabinet d'huissier qui a supervisé le déroulement des opérations, le vote s'est déroulé dans les meilleures conditions conformément aux dispositions légales. Malgré des altercations verbales, le vote quand même a pu se tenir dans les conditions prévues par les règlements et aucune irrégularité n'a été constatée. Le rapport de la commission régionale de la mise en place des organes du CRJ indique que 4 électeurs n'ont pu voter. Un pour raison
de limite d'âge et les 3 autres pour manque de certaines pièces exigées pour le vote, à savoir la carte NINA ou la carte biométrique ou la fiche individuelle. Pour ce scrutin, on note 89 inscrits, 73 votants et 0 bulletin nul. Une bonne nouvelle, la population du quartier de Badalan 3 et environnement a désormais un espace approprié pour leurs cérémonies culturelles, religieuses et sociales. L'initiative est des jeunes du quartier qui ont financé les travaux à travers des cotisations. La cérémonie d'ouverture de ces infrastructures a regroupé les autorités communales et coutumières de la commune 3 du district de Bamako. Les commentaires de Kassim Diallo. L'amélioration du cadre de vie des populations est une préoccupation des jeunes leaders du quartier Badialan 3 dans les districts de Bamako. Un engagement qui a abouti à la réalisation des espaces récréatifs pour la population. L'installation des lampadaires solaires et la rénovation d'un pont sur fonds propres. L'espace aménagé va permettre aux habitants de Badialan 3 d'organiser des cérémonies religieuses et des activités culturelles. Nous avons aménagé des espaces pour la population, pas pour les jeunes, pour la population, je veux dire. Parce que cet espace va nous permettre vraiment de mener nos activités culturelles, religieuses, des festivités, des mariages, des baptêmes. Ça va nous empêcher, ça va empêcher aussi les vagabondages, ça va sécuriser enfin les berges. Action patriotique des jeunes du quartier Badialan 3 va non seulement assainir les quartiers, mais aussi sécuriser les secteurs. Un acte qui doit inspirer d'autres jeunes maliens. Sur un tout autre plan, bien que l'industrie du livre se développe de jour en jour au Mali, elle reste défaillante quant à la prise en compte de certaines couches, comme les personnes en situation d'handicap visuel. Cela se prouve par l'accès difficile aux livres en braille, livres destinés aux non ou malvoyants. Ces livres restent jusque-là absents dans les rayons des bibliothèques du Mali et ne sont aussi pas introduits dans la politique de dotation des manuels scolaires. Face à cette problématique, des jeunes non-voyants viennent de réaliser une bibliothèque qui suscite de l'espoir à l'Institut des jeunes aveugles du Mali. Mariam Koulibaly s'intéresse à la question. Il est très difficile à un Africain de ma génération de résumer. Falaï Sissé, un jeune non-voyant, est heureux ici de pouvoir lire un des romans du célèbre écrivain Amadou Hampâté-Bâ depuis la toute nouvelle bibliothèque de l'Institut national des aveugles du Mali. Bibliothèque réalisée grâce au dynamisme de certains jeunes non-voyants. L'initiative était de l'association culturelle à travers leur programme de télé-réalité instantanée qui met en compétition des grains et pour faire part de leur projet. Nous avons postulé avec notre grain Action Jeune et sur le projet mise en place d'une bibliothèque en braille. Nous avons été primés avec une somme de 5 millions pour la réalisation de cette bibliothèque. On a d'abord misé sur les livres scolaires, les livres qui concernent les programmes académiques. Donc de la première année primaire jusqu'à 9e fondamental, on a vraiment les livres de tous ces programmes-là, les livres de grammaire, les livres de matières scientifiques au niveau du second cycle, ainsi que les livres classiques du primaire. Au-delà de ça aussi, comme récemment on a un lycée depuis 2016, donc c'est pour cela que notre base aussi a été des romans, ensuite les livres en allemand. Pour arriver à ce stade, il fallait la transcription de ces livres en braille, processus complexe et coûteux. Si vous voulez transcrire une seule page d'un livre ordinaire, il faut utiliser par exemple 2 feuilles comme ça, 2 feuilles. Alors qu'une seule feuille comme ça coûte 28 francs. Donc, pour transcrire un livre de 100 pages, il faut non seulement avoir au moins 200 feuilles en braille. Et si une feuille braille coûte 28 francs, donc nous devons nous retrouver à 2800 juste pour le coût des feuilles, qui est différent de la somme à payer pour le transcripteur.
Ce projet vient ainsi en réponse aux besoins cruciaux des apprenants de l'Institut national des aveugles du Mali. Ceux-ci ne disposaient pas jusque-là des bibliothèques dignes de ce nom et n'ont accès aux livres en braille dans aucune bibliothèque de la place. Cette bibliothèque, elle est la bienvenue. Pourquoi? Parce que déjà, dans la politique du livre, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de concevoir des documents, eh bien, nos enfants sont laissés pour compte. Si vous prenez par exemple un enfant du fondamental, les livres comme Mamadou et Bineta, il n'y a aucun document conçu par rapport à ça. Pour que l'enfant handicapé visuel, lorsqu'un texte est donné, qu'il puisse lire le texte dans ce livre-là en braille. C'est en noir et c'est la page concernée seulement que l'enseignant enlève pour aller transcrire la page pour venir donner. Mais disposer d'un document, non. Face à cette problématique, les acteurs de l'éducation spéciale proposent l'adoption d'une politique nationale d'éducation inclusive. Tout est une question de moyens et une question de politique. Aujourd'hui, est-ce que nous avons une politique qui fait en sorte que si un livre sort, il faut aussi le rendre accessible en braille? Si cette politique n'est pas mise en œuvre, il est vrai qu'il y aura des difficultés d'accéder à ces livres. Maintenant, au niveau des institutions spécialisées, il y a des stratégies qui sont développées pour transcrire certains documents officiels essentiels en braille afin que les enfants puissent les lire. Mais le souhait, c'est que vraiment, de façon systématique, s'il y a un livre qui est édité et qui est imprimé, que ce soit aussi disponible en format accessible aux personnes non-voyantes. En attendant l'adoption de cette politique nationale d'éducation inclusive, les initiateurs de la bibliothèque et les responsables de l'école lancent des cris de cœur à l'endroit des personnes de bonne volonté pour la dotation de l'école en livres adaptés et d'ordinateurs pouvant servir de bibliothèque sonore. 3 villages de la commune de Barapéréli dans le cercle de Koro ont été certifiés propres grâce à l'approche ATPC, assainissement total piloté par les communautés. Une approche qui vise la promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu communautaire. La certification de ces villages a été mise en œuvre par l'ONG J-Force en collaboration avec les services techniques. C'est un reportage de Boubacar Sankari. Les villages de Tongolengu, Nini et Barapéréli dans le cercle de Koro ont désormais un statut fédéral, fin de défécation à l'air libre. Ces villages ont réalisé 244 nouvelles latrines équipées de dispositifs de lavage de mains dans le but d'arrêter la défécation en plein air. Cette approche ATPC, assainissement total piloté par les communautés, a été mise en œuvre par l'ONG G-Force en collaboration avec les services techniques compétents. D'appeler chaque communauté qui a été certifiée de garder vraiment ce statut-là. Ce statut est très important dans la mesure où si on dit que votre village est certifié, c'est-à-dire qu'il y a certaines maladies qui ne peuvent pas vous attaquer. Et entre les 3 villages certifiés propres, Tongolengu arrive en tête, suivi de Barapéréli et Nini. Nous avons cessé la défécation à l'air libre. Nous avons construit des latrines. Et raison pour laquelle il y a moins de maladies. Nous remercions beaucoup les projets G-Force Albarka. La certification, cela veut dire que le village de Barapéréli, Yini et de Tongolengu, ces 3 villages sont très propres. Donc on remercie Albarka G-Force pour son financement. Cette cérémonie de certification des villages propres entre dans le cadre du projet Albarka, un projet financé par l'USAID et exécuté par un consortium d'ONG nationales et internationales dont Save the Children assure le lead du consortium. Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas. L'équipe nationale olympique du Mali, qui ambitionne de briller dans le tournoi de football, poursuit la dernière étape de sa préparation en France. Les Aigles Espoirs séjournent dans la ville d'Alogne depuis le 10 juillet et bénéficient de bonnes conditions de travail dans cette commune française. Les points du séjour de notre sélection olympique dans la ville d'Alogne avec Aridou Matina.
10 jours de son entrée en lice dans le tournoi de football des Jeux Olympiques Paris 2024, l'équipe nationale olympique poursuit à hauteur de souhait la dernière étape de sa préparation dans la ville d'Alonne, une commune française située dans le département de la Sarthe, en région Pays de la Loire. Franchement, ici, on a très bien été accueillis par la ville d'Alonne. Ils nous ont bien reçus, on a eu une réception où ils nous ont bien accueillis, ils nous ont tout mis à disposition pour que ça se passe bien. On a de très bonnes installations pour s'entraîner, pour dormir, on mange bien. Le groupe vit bien, on s'entend tous bien. Ça fait déjà 2 semaines qu'on vit déjà tous ensemble, mais bon, pour la plupart, on a déjà tous passé des sélections ensemble. Donc, ce qui nous facilite la communication et voilà, on est à l'aise entre nous. Il y a franchement une très bonne ambiance. Il n'y a pas de problème, que ce soit avec le staff ou les joueurs. Voilà, on peut rigoler avec le staff. Il n'y a pas de problème, quoi. Mais bon, quand on doit être sérieux, il faut être sérieux aussi. Mais voilà, il y a un moment pour déconner, pour rigoler. Voilà, on connaît nos limites, on sait, voilà. Donc, on est focus sur notre objectif. On est là pour bien bosser, bien préparer les JO avant d'aller sur Paris. On est bien. On a la cantine qui est ouverte toute la journée. Quand on a des petits crus, on a des petites collations à prendre, on y va. Avant les matchs, le cuisinier nous prépare un bon petit plat de petites collations, des biscuits, du lait, du jus, des dattes même. J'ai apprécié le fait qu'ils ont ramené des dattes. Ça fait du bien à tout le monde. Et jusqu'à présent, on mange bien. Dieu merci. C'est le 10 juillet dernier que les Aigles Espoirs sont arrivés dans la ville d'Alonne qui a un fort intérêt pour le sport. Parce que la ville d'Alonne est une ville qui a mis le sport vraiment au cœur de sa politique, parce qu'on sait que le sport, et notamment les valeurs du sport qui sont le partage, l'entraide, le dépassement de soi, la solidarité, sont des choses qui sont très importantes dans une ville populaire comme Alonne. Et l'objectif final, comme je l'ai dit à certains d'entre vous, c'est que vous rameniez la coupe à la maison. Et en tout cas, on sera de tout cœur parce que si le Mali gagne une médaille aux Jeux Olympiques, ce sera une partie de la ville d'Alonne qui aura gagné une médaille. Ça fait donc 20 ans. La ville d'Alonne a une amitié avec Sanga, la ville de Sanga, plateau de Bandiagara. Certainement, certains d'entre vous connaissent. Et c'est une amitié qui dure et qui est très forte, qui est relayée par Bassirou Diarra de l'AMSID, que vous connaissez aussi, et qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, qui nous aide vraiment à travailler avec le Mali sur des projets d'adduction d'eau, sur des projets de puits, mais avant tout sur une amitié. Au nom des plus hautes autorités du Mali, à travers notre ministre des Sports, et aussi au nom de la Fédération malienne de football, à travers son président. Nous sommes très très ravis, très contents d'être ici. On ne se plaint pas, on a tout ce qu'il nous faut, les jeunes sont là. L'accueil a été vraiment chaleureux. Je remercie la mairie d'Alonne, le comité olympique, et aussi M. Bassirou Diarra, qui est un Malien qui réside ici avec son association et qui a été vraiment beaucoup pour essayer de nous mettre en relation et pouvoir venir ici. En attendant de rejoindre Paris le 20 juillet, le coach Badra Alou Diallo et ses joueurs affûtent sereinement leurs armes dans cette ville d'Alonne, calme, agréable, entourée de verdure avec de nombreux parcs et espaces verts. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, Inch'Allah.